C'est parti, nous sommes en direct et en public. Pour la suite de notre série haletante sur la politique. Grand C, critique. Commençons par une critique de Marx. Si vous avez bien suivi le cours, la critique que nous allons utiliser, c'est une critique analogue à celle qu'on a faite à la philosophie morale d'Épicure. C'est pas très étonnant qu'il y ait un lien entre les deux auteurs parce que Marx a fait sa thèse de philosophie sur Épicure. La clé de la proposition de Marx, c'est de dire que l'économie est première. C'est-à-dire que c'est elle qui détermine l'ensemble des relations humaines. C'est elle qui est déterminante. Le reste, comme la politique, la religion, etc., sont déterminés, sont secondaires. Ce qui est réel, c'est l'économie. Il y a donc là une forme de réductionnisme, c'est-à-dire qu'en réalité, la politique est comme avalée par l'économie. C'est les rapports économiques qui font la politique, et c'est donc la compréhension et l'explication de l'économie qui pourront expliquer ce qu'est pour Marx la politique. La politique n'est rien d'autre qu'une émanation de l'économie, qu'un effet de l'économie. Je vous avais dit qu'il fallait que je vous explique pourquoi il y avait un point commun entre le capitalisme They were a good bunch and they were keen to learn. It looked like a madhouse with all the traders waving and shouting like bookies at a racetrack. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. et le communisme. Le 31 août 1935, le mineur Alexei Stakhanov extrait plus d'une centaine de tonnes de charbon de la mine centrale du bassin houiller de Donetsk en Ukraine, 14 fois le quota habituel. Ce record fait l'objet d'une formidable campagne de propagande du régime stalinien qui cherche à relever le faible niveau de la productivité en Union C'est soviétique. un peu bizarre de dire ça parce que d'habitude on pense que c'est deux systèmes opposés. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est deux systèmes opposés. Mais une opposition, elle a toujours lieu dans le même genre. Par exemple, le contraire du chaud, c'est le froid. C'est dans le genre de la température. Vous ne pouvez pas dire que le contraire du chaud, c'est, je sais pas moi, la voiture. Ça n'aurait pas de sens. Si on dit que le communisme et le capitalisme sont deux contraires, c'est qu'ils sont dans le même genre. Et le genre, dont il est question là, c'est l'idée suivant laquelle c'est l'économie qui est déterminante. Capitalisme et communisme sont deux manières de penser l'idée suivant laquelle l'économie est ce qu'il y a de plus important pour structurer la vie humaine. À partir de ce point commun, ce sont les deux faces d'une même monnaie. Donc, d'un côté, le capitalisme qui dit c'est la propriété privée qui doit gérer les relations économiques entre les individus et tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre, vous avez l'idée suivant laquelle il faut mettre en commun les moyens de production contre l'idée de la propriété privée. Mais au fond, les deux sont d'accord sur un point, l'économie d'abord. Et ce n'est pas un hasard si communisme et capitalisme apparaissent à peu près à la même époque. En effet, le moment où on se dit que l'économie c'est le plus important dans l'histoire de l'homme, c'est au moment où on se dit, par exemple, que c'est plus la religion qui est la plus importante. Quand vous faites de la religion la chose la plus importante pour toute une vie humaine, alors vous êtes tranquille, vous savez que l'économie n'est qu'au service de la religion. Quand vous pensez que c'est la politique qui est la plus importante pour la vie humaine, alors l'économie vient dans un second temps. Mais on voit bien que l'idée du capitalisme et du communisme apparaissent au moment où on critique ces deux instances. C'est après la Révolution française, donc après une certaine conception de la politique qui est venue. C'est après la critique, les philosophes du soupçon, ou avec les philosophes du soupçon, c'est-à-dire au moment où on critique l'importance des grandes religions. Eh bien, qu'est-ce qui reste dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on ne peut pas nier si on pense que la religion, c'est pas important, si on dit que la politique, c'est juste un débat d'idées? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'économie. Et à partir de l'idée que l'économie, c'est le plus important, ben vous n'avez pas grand choix.
La première possibilité, c'est de dire que la propriété privée est la plus importante. La deuxième, c'est de dire qu'au contraire, c'est la distribution des biens par le communisme. Mais le point de départ, et c'est pour ça qu'on peut critiquer les deux en même temps, c'est croire que l'économie est toute puissante. Et c'est justement sur cette primauté de l'économie qu'il faut s'interroger. En effet, le mot premier n'a pas qu'un seul sens, il en a plusieurs. Il y a ce qui est premier chronologiquement, et il y a ce qui est premier ontologiquement, ce qui est le plus important. Or, il semble qu'il y ait une confusion des deux sens chez Marx. À travers le terme de nécessité, on peut comprendre très bien cela. Pour vivre, il est nécessaire de manger et de bien manger. Et d'ailleurs, si on ne mange pas, on en vient à mourir biologiquement. Pourtant, notre vie, ça n'est pas manger. Manger est un moyen nécessaire, important, premier, qui va permettre à la vie ensuite de se déployer dans toutes ses activités de plaisir, ses activités sportives, ses activités intellectuelles, ses activités amicales, etc. Manger est certes premier et nécessaire, mais comme un moyen, ce qui est le plus important, c'est de vivre et de vivre bien. C'est exactement ce qui se passe avec Marx. Il a raison de dire que l'économie est première. Sans vie économique, sans échange des biens, il n'y a pas de vie sociale, et donc il n'y aurait pas de politique. Pour autant, ce n'est pas parce que l'économie est première qu'elle est ce qu'il y a de plus important. Les Grecs avaient bien compris cela dans leur distinction du maître et de l'esclave. Un esclave, c'était justement celui qui avait en charge tout ce qui était de l'ordre des nécessités de la vie, autrement dit, de la vie biologique et économique. L'esclave avait la responsabilité de cela pour que l'homme libre puisse dégager du temps pour ce qui était vraiment essentiel à la vie humaine, à savoir la vie politique, les relations libres entre les individus. Je ne dis pas qu'il faut revenir à une distinction du maître et de l'esclave, mais ça permet de comprendre le rapport entre l'économique et le politique. Le politique est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qui conduit à réfléchir sur ce que c'est que la vie bonne. Et le politique doit être premier par rapport à l'économique, parce que l'économique n'est qu'un moyen pour la vie de l'homme et n'en est pas sa fin, n'en est pas son but. Ce qui est important, c'est de vivre et de vivre bien. Faire du commerce, réaliser des échanges de biens, produire des choses, c'est important, mais ça doit s'insérer comme un moyen en vue d'autre chose. C'est très important. Pourquoi ? Regardez bien. On a dit que faire de l'économie la primauté, c'était le point commun du communisme et du capitalisme. Qu'est-ce qui se passe dans les deux systèmes ? Dans le capitalisme, on croit que l'économie est ce qui détermine le reste. Et donc, en fait, on invente des indicateurs qui ont tous rapport à l'argent. Mais dans ces cas-là, c'est une compétition toujours absolue pour avoir toujours plus de l'ordre de la possession. Avoir la plus grande maison, la plus belle voiture, avoir la plus grande propriété, la plus grande richesse, rentrer dans les classements des hommes et des femmes les plus riches de la Terre, etc. Ici, le désir est complètement débridé, il n'a pas de mesure, et on en devient complètement l'esclave. Avec l'hypothèse de Marx, c'est là le parallèle avec Épicure, au contraire, on propose une redistribution de ces biens qui conduirait à, en fait, limiter le désir. Mais pourquoi limiter le désir ? Si on n'en reste qu'au niveau du désir, le désir, il cherche sa propre satisfaction, il ne recherche rien d'autre. Le limiter, ça conduira toujours à la frustration, et donc on ne sera jamais dans l'ordre du bien vivre. A l'inverse, si on met la politique en premier, ça veut dire qu'on aura réfléchi à ce que c'est que la vie bonne pour l'homme, la vie de la culture, la vie des relations gratuites des uns avec les autres, la vie d'amitié, la vie peut-être d'amour, etc. Et donc on comprendra que l'économie est là pour permettre cette vie bonne. Et alors on aura la mesure, exactement comme on sait qu'il faut manger tant de calories par jour,
qu'il faut manger équilibré. Inès, silence! Et bien de même, on sera capable de dire que pour la vie bonne, il faut avoir un certain nombre d'échanges. Et d'ailleurs, l'économie participe de la vie bonne. Mais elle aura une place déterminée. Elle ne sera pas l'alpha et l'oméga de la vie humaine. Au contraire, elle sera là pour permettre la vie humaine et non pas comme étant son déterminant absolu. Donc on le voit bien, il y a une réduction de la vie humaine à l'économie chez Marx autour d'une confusion du sens premier. Ce qui est premier et nécessaire au sens chronologique n'est pas nécessairement ce qui est premier et plus important au sens ontologique. La confusion des deux conduit à confondre vivre et bien vivre, conduit à confondre le rôle de l'esclave et le rôle de l'homme libre. Or, tout le monde veut être un homme libre. Toute la question est de transmettre les règles de l'homme libre à la vie économique et non pas de transmettre les règles de l'esclavage à l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a chez Marx un prisme économique qui ne prend pas en compte l'ensemble de la vie humaine et comme pour le capitalisme d'ailleurs, eh bien, ne rend pas compte de ce que doit être la vie économique intégrée dans une vision plus large de la vie humaine. C'est notre première critique quant au marxisme. À ce stade du cours, on peut faire une deuxième critique qui concerne les contractualistes comme Hobbes et comme Rousseau. Malgré les très grandes différences entre les deux auteurs, même on peut dire que Rousseau est un critique très fort de Hobbes, ils ont cependant un point commun. Ce point commun, c'est l'idée suivant laquelle la vie politique est le résultat d'un contrat. Ça signifie que pour eux, la politique n'est pas une activité naturelle à l'homme. C'est un artifice, c'est une création de l'être humain. Ça signifie donc une chose très précise quant à la loi est positive et non pas naturelle. La loi est une pure création arbitraire des êtres humains. C'est comme la règle d'un jeu, ce sont les hommes qui se sont mis d'accord pour agir en société selon des règles qu'ils se sont eux-mêmes données. L'avantage d'une telle conception de la politique est double. Premier avantage, ça respecte la liberté des êtres humains. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident de ce qui est juste ou de ce qui est injuste, et c'est le propre de l'être humain que d'avoir besoin de règles. L'animal, lui, il suit la règle de son espèce sans se poser de questions. L'homme, c'est celui qui a besoin de règles propres. C'est lui qui les invente. Premier avantage, donc, respect de la spécificité humaine et de la question de la volonté libre. Sohan, on arrête de parler avec les gens. Deuxième avantage, si on dit que la loi vient de la volonté libre, alors on explique assez facilement la raison pour laquelle les lois sont différentes suivant les pays. L'essentiel, au fond, n'est pas de dire que telle loi est bonne ou telle loi mauvaise. L'essentiel, c'est de dire que l'ensemble des lois d'un pays, c'est l'ordre que ce pays, que les citoyens de ce pays ont voulu mettre en place pour organiser leur vie commune. Et c'est ça qui ferait la légitimité du pouvoir, pour autant que ce pouvoir appartient bien à l'ensemble des citoyens, comme on l'a vu, et non pas à une tyrannie. Ça, c'est donc les deux avantages de la pensée contractuelle moderne de la politique. Mais, face à une telle pensée, on rencontre immédiatement des obstacles et des obstacles massifs. Peut-on dire que la loi, c'est-à-dire ce qui dit le juste et l'injuste, est uniquement une création humaine? Qu'il n'y a aucun critère en soi qui dit ce qui est juste et injuste, et donc que toute activité humaine, quelle qu'elle soit, pourrait être, si c'est la volonté des membres d'une société politique, déclarée juste un jour ou l'autre. C'est la question des lois iniques, et qui pose problème. La loi, dans une société politique, c'est ce qui dit le juste et l'injuste. Et c'est ce qui instaure un ordre qui permet aux citoyens de vivre en harmonie les uns avec les autres. La question que nous posons, c'est est-ce qu'une loi peut être injuste, inique? Vous voyez le problème. Si c'est la loi qui dit le juste et l'injuste, comment juger d'une loi pour dire qu'elle est injuste si c'est la loi qui fait le juste et l'injuste? Première difficulté, comment pourrait-on parler de justice indépendamment de cette loi-là? Il n'y a pas d'autres critères explicites, il n'y a pas un traité de justice qui aurait été écrit quelque part. Et puis d'un autre côté, si on commence à dire que la loi peut être critiquée, que la loi peut être injuste,
eh bien on rencontre un problème. Est-ce que, en fait, je ne vais pas déclarer injuste une loi qui va contre mon propre intérêt? Est-ce que mon indignation, en réalité, ne sera pas commandée par mon plaisir, par mon envie, par ma fainéantise, que sais-je, par un intérêt particulier, confondant justice et intérêt particulier? D'où la nécessité d'avoir une loi forte qui est respectée. Mais alors, on rencontre deux difficultés qu'on a déjà un peu évoquées. Si c'est la loi qui dit le juste et l'injuste, selon quels critères peut-on dire qu'une loi est injuste? N'y a-t-il pas un moyen de dépasser ça et de rendre compte de notre expérience qui nous fait dire qu'une loi peut être injuste? Que la loi qui autorise la torture est une loi injuste, par exemple? De quelle manière pourrions-nous critiquer un système politique mis en place, par exemple, dans une société cannibale? Par exemple, dans une société qui créerait des discriminations entre les groupes humains, que ce soit le nazisme ou que ce soit d'ailleurs dans les incarnations du communisme où la bourgeoisie était à la fois pourchassée, mise en camp et pour une part exterminée. Si on veut pouvoir dire cela, alors il doit y avoir un critère du juste et de l'injuste qui dépasse la simple expression de la volonté des citoyens. C'est l'hypothèse suivant laquelle la volonté des citoyens n'est pas un critère absolu de justice. Pour mieux le comprendre, je vous propose l'étude d'un texte très célèbre d'un ouvrage de Léo Strauss, Droit et Histoire. Il s'interroge sur la distinction droit naturel, droit positif que nous allons réétudier dans le grand 3. Disons simplement que le droit naturel serait l'idée suivant laquelle il y a une norme du juste et de l'injuste qui n'a pas été créée par l'homme. Au contraire, le droit positif serait l'idée suivant laquelle toute loi, toute idée du juste et de l'injuste est une pure création humaine. Il est possible d'articuler droit naturel et droit positif, mais les théories du contrat veulent affirmer que seul le droit positif existe. Ce que cherche à montrer Léo Strauss dans ce texte, c'est que cette affirmation du contractualiste selon lequel il n'existe qu'un droit positif conduit à une forme d'absurdité. Je lis le texte et je le commente rapidement pendant la lecture. Le besoin du droit naturel, c'est-à-dire d'un droit qui dit le juste et l'injuste indépendamment de la volonté des êtres humains, est aussi manifeste aujourd'hui qu'il l'a été durant des siècles et même des millénaires. Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif, autrement dit que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des différents pays. Ça, c'est l'hypothèse que nous sommes en train d'analyser. Or, il est évident qu'il est parfaitement sensé, et parfois même nécessaire, de parler de loi ou de décision injuste. En passant de tels jugements, nous appliquons qu'il y a un étalon du juste et de l'injuste qui est indépendant du droit positif. Un étalon, c'est une mesure, c'est-à-dire ce qui permet de savoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Par exemple, chez vous, vous avez un mètre, et le mètre, il vous sert à mesurer les choses et à savoir quelle est la taille de votre meuble, par exemple. Votre mètre, c'est un étalon de distance. Votre thermomètre, c'est un étalon de température. Eh bien, l'idée que veut développer ici Léo Strauss, c'est l'idée suivant laquelle il doit y avoir un mètre, un étalon du juste et de l'injuste. Alors, il fait une première hypothèse qui consiste à dire que cet étalon est interne au droit positif. Bien des gens aujourd'hui considèrent que l'étalon en question n'est tout au plus que l'idéal adopté par notre société ou notre civilisation, tel qu'il a pris corps dans ses façons de vivre ou ses institutions. Autrement dit, la loi doit être jugée dans sa conformité avec l'ensemble de la manière de vivre de l'institution ou de la civilisation. Mais d'après cette opinion, toutes les sociétés ont leur idéal. Les sociétés cannibales, pas moins que les sociétés policées. Vous voyez ici, cannibale, policé, n'oubliez pas que policé, ça vient de police, ça a donné politique, ça veut dire la cité. Si les principes tirent une justification suffisante du fait qu'ils sont reçus dans une société, les principes du cannibale sont aussi défendables et aussi sains que ceux de l'homme policé. De ce point de vue, les premiers ne peuvent être rejetés comme mauvais purement et simplement. Quelle est l'idée ? Si il n'existe de droit que défini par une civilisation, toutes les civilisations se valent exactement. Et dans ces cas-là, la société cannibale est une société certes très différente de la nôtre, que nous jugeons à l'aune de nos propres critères comme mauvaise,
mais qui n'est pas mauvaise en soi. La société cannibale est très différente de la nôtre et doit juger nos propres critères du juste et de l'injuste mauvais selon ses propres critères. Juste, ce sont deux civilisations, deux législateurs différents, deux pensées juridiques différentes, donc des critères du juste et de l'injuste différents. De ce point de vue, les premiers ne peuvent être rejetés comme mauvais purement et simplement. Et puisque tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'idéal de notre société est changeant, seule une triste et morne habitude nous empêcherait d'accepter en toute tranquillité une évolution vers l'état cannibale. Que veut dire Léo Strauss dans cette idée-là? Il veut juste nous montrer que s'il n'y a pas de juste en soi, si demain notre société décide d'être cannibale, personne ne pourra lui dire que c'est mal. S'il n'y a pas un étalon plus élevé que l'idéal de notre société, nous sommes parfaitement incapables de prendre devant lui, l'idéal de la société, le recul nécessaire au jugement critique. La société serait le critère absolu du juste et de l'injuste. Mais le simple fait que nous puissions nous demander ce que vaut l'idéal de notre société montre qu'il y a dans l'homme quelque chose qui n'est point asservi à sa société et par conséquent que nous sommes capables et par là obligés de rechercher un étalon qui nous permette de juger de l'idéal de notre société comme de tout autre. Je m'arrête ici dans l'analyse de ce texte-là. Ce que veut montrer Léo Strauss, c'est que s'il n'y a pas de principe absolu de juste et d'injuste, alors une société cannibale est aussi bonne que la nôtre. Si au contraire il y a un principe de juste et d'injuste, non seulement nous pouvons reconnaître qu'une société cannibale n'est pas à l'aune de ce principe une société juste, mais nous pourrions reconnaître que dans notre propre société aussi, il y a bien des choses qui sont injustes et qui doivent être transformées. Toute la question alors que nous devons nous poser, c'est de savoir quel est ce principe du juste et de l'injuste, comment nous pouvons le connaître. Bon les amis, ce confinement ça risque de durer. Ce sera pas forcément facile, hein. Vous savez, quand on n'a plus ces divertissements, on est obligé de penser au reste. Alors, je voudrais vous faire passer un message grâce à Tonton. Plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.